L'invité du vendredi avec Sylvie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio JM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Virgilia S, journaliste météo bien connue sur BFM TV et les chaînes régionales du groupe. Alors au-delà de son talent pour décrypter le climat et l'environnement, Virgilia est aussi une femme d'un courage extraordinaire. En février 2023, alors enceinte de 6 mois, Virgilia apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. De cette épreuve, elle a tiré un livre poignant, Ma grossesse m'a sauvé la vie, publié en septembre 2024. Elle y raconte avec force et sincérité son combat contre la maladie et ses défis. Et aujourd'hui, son parcours continue d'inspirer, de toucher de nombreuses personnes. Alors merci infiniment d'être avec nous, ma chère Virgilia S. Comment allez-vous ? Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Écoutez, ça va plutôt bien. Oui. En route vers la guérison, on va dire. Toujours en rémission, mais voilà, tout va bien. Eh bien ça c'est formidable. Alors justement, comment est-ce que vous vivez cette période de témoignage et de partage autour de votre histoire ? Écoutez, c'est vrai qu'il y a toujours des hauts et des bas. J'ai toujours été honnête là-dessus. Moi, ça a été quelque chose... ça m'a énormément aidé en fait de témoigner parce que je voyais que je ne vivais pas tout ça pour rien. Ça a aidé aussi d'autres femmes et donc ça, c'était mon plus beau pied de nez sur la maladie. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est toujours dur parce que je reçois beaucoup de témoignages et donc je suis aussi très sensible à tout ça. J'essaye d'aider au maximum et c'est aussi pour ça que j'ai sorti ce livre. Forcément, je suis toujours aussi touchée par les témoignages de femmes que je peux recevoir. Il y a aussi de beaux témoignages, il n'y a pas que des témoignages négatifs, heureusement, autour de la maladie. Et c'est quand même le beau côté, on va dire, de la maladie, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans le cancer du sein, c'est qu'il y a une vraie sororité et une vraie entraide entre toutes les femmes qui vivent ou qui ont vécu cette maladie. Et voilà, on se comprend et c'est vachement inspirant et ça nous aide énormément en fait d'être là les unes pour les autres. En tout cas, c'est très beau ce que vous faites. Et effectivement, on va revenir quand même sur cette histoire, entre guillemets, puisque dans votre livre, vous racontez comment ce diagnostic est survenu à un moment de grande joie, celui de votre grossesse. Alors, on va revenir à ce moment précis, sûrement très douloureux. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris cette double réalité entre la vie qui grandissait en vous et la maladie qui s'annonçait ? En fait, j'avais l'impression de tomber de 10 000 étages. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais vraiment sur un petit nuage, une femme enceinte en fait de 6 mois, première grossesse, une petite fille en plus, c'était mon rêve. Et effectivement, ça a été crescendo, c'est-à-dire que d'abord on me palpe une boule dans ma poitrine qui ne m'inquiète pas parce que voilà, je me dis qu'avec la grossesse, c'est normal d'avoir des modifications au niveau de la poitrine. Sauf que la radiologue que je vois par la suite n'est pas forcément sereine. Donc tout de suite, mon anxiété monte d'un cran, mais ça allait encore. Et en fait, tout ça nous mène à une biopsie. Effectivement, une dizaine de jours après, les résultats tombent et on m'annonce un cancer du sein. Donc j'avais vu, bien sûr, forcément, j'avais regardé sur Internet, j'avais vu qu'il y avait cette possibilité-là. Mais on veut pas y croire tant qu'on nous annonce pas le verdict, le diagnostic. Et donc, à ce moment-là, en fait, c'est tellement antinomique de porter la vie et en même temps porter une maladie. Quand on entend le mot cancer, pour nous, c'est la mort tout de suite. On nous prononce des mots très durs aussi. On nous dit qu'il y aura de la chimiothérapie. Donc ça, pareil, c'est un vocabulaire qui n'était pas familier, mais qu'on connaît tous. Et ça fait extrêmement peur. Et effectivement, quand on a la trentaine et en plus en étant enceinte, pour moi, c'était improbable. Il y a eu une dizaine, voire même peut-être, je crois que c'était 3 semaines au moins, où je me réveillais en fait, et pour moi, je me disais que c'était un cauchemar et que c'était impossible, et que j'allais me réveiller, et en fait, non, je voyais bien que c'était malheureusement la réalité, mais ça a été un état de choc et de sidération indescriptible en fait. Il y a pas de mots pour décrire l'état dans lequel on est à ce moment-là.
Oui, on imagine. D'ailleurs, vous parlez de brouhaha dans votre livre. Enfin, tout s'est arrêté. Voilà, un brouillard total, un peu un blackout. Alors, vous avez évoqué la fameuse chimiothérapie, et dans votre livre, que j'ai d'ailleurs adoré lire, sincèrement, parce que il est bouleversant. J'ai évidemment, je fais partie de la fameuse team pleureuse que vous évoquez sur votre Instagram. Il est très touchant, mais il est indispensable. Et vous évoquez pendant une bonne partie d'ailleurs de votre livre cette fameuse perte des cheveux qui pour vous a été quand même très dure psychologiquement, et vous avez aussi parlé que ce n'était pas dur uniquement psychologiquement, parce qu'on parle bien sûr de la poitrine, mais c'était aussi dur physiquement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette étape qui est justement particulière dans votre combat? C'est vrai que j'ai accordé beaucoup de pages justement à ce moment-là, parce que bien évidemment que le but principal c'est de rester en vie quand on nous annonce un cancer du sein, mais il y a toutes les choses effectivement qui sont autour, à savoir la chimiothérapie qui nous sauve, c'est clair, hein, moi c'était hors de question que je refuse la chimiothérapie, mais d'un autre côté elle nous abîme aussi physiquement, parce que effectivement la perte des cheveux, moi c'était un peu la perte de mon identité, parce qu'on se reconnaît plus en fait dans le miroir. C'est vrai que quand on n'a plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, on n'est plus la même personne. Et aussi c'est l'image du cancer finalement. C'est-à-dire que quand on pense à une personne qui a un cancer, on imagine tout de suite quelqu'un qui n'a plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils. Et donc moi ça a été extrêmement choquant en fait. Et aussi je peux rajouter que voilà, je suis quand même très coquette à la base. J'accorde, voilà, moi j'avais les cheveux très longs. Pour moi, je me disais, quand on me décrit, on doit dire la grande brune aux cheveux longs. Et du coup, c'était voilà vraiment cette perte d'identité et qui faisait que quand je me regardais aussi dans le miroir, je me disais voilà, j'avais vraiment l'image du cancer face à moi, alors que avant ce moment-là, c'était peut-être un petit peu plus flou, c'était plus abstrait peut-être. Et non, c'est extrêmement dur comme moment. Et je pense que même pour les femmes qui n'accordent pas forcément qui sont pas coquettes plus que ça, hein, ou qui n'ont pas un métier d'image comme le mien, je pense que pour tout le monde c'est très dur. J'ai même rencontré des hommes pour qui la perte des cheveux a été un vrai traumatisme également, hein. Oui, on imagine bien. Alors, vous parlez de cette coquetterie parce que aussi, vous êtes à l'antenne, vous le dites si bien dans votre livre aussi, vous abordez ce métier. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, au-delà de découvrir votre histoire, vos origines, il y a évidemment des préjugés que vous arrivez à mettre au clair là-dessus, que ce soit déjà sur le fait, bien sûr, que le cancer, oui, quand on vous dit oui, le cancer du sein, c'est un cancer qui se soigne, vous mettez quand même les choses assez claires là-dessus, mais aussi sur le préjugé de votre métier, un métier qui est un métier de passion, le métier de journaliste météo, ce métier que vous pratiquez excellemment bien, et vous expliquez que faut arrêter aussi avec ce préjugé, c'est juste la Miss Météo. Non, ce n'est pas ça, Virgilia S. Expliquez-nous et expliquez-le à nos auditeurs qui, je suis sûre, ont envie de mieux le comprendre. Eh bien oui, parce que c'est vrai que on dit souvent Miss Météo, ça renvoie un petit peu à l'image de potiche de service, alors que il y a aussi des hommes qui font ce métier, et pour autant on dit pas Mister Météo. Ils sont un peu plus pris au sérieux. En fait, je pense que ça vient vraiment de l'époque du grand journal où il y avait ce sketch, vous savez, de la Miss Météo. Mais en fait, en l'occurrence, elles étaient comédiennes. C'était pas des journalistes. Et c'est pour ça que moi, combien de fois on m'a dit ah oui, tu fais la météo, mais tu veux faire quoi après? Et moi, je dis, mais après quoi? Je sais pas, tu t'aimerais faire du cinéma? Et donc, à chaque fois, je leur répondais, non, j'ai fait une école de journalisme, j'ai pas fait les cours Florent. Et en fait, c'est vrai que on a l'impression que c'est facile, alors que, effectivement, j'avais envie de, voilà, de rétablir la vérité. Et la vérité, c'est que, on n'a pas de prompteur, on a un fond vert, on est briefé par Météo France, mais on regarde aussi les modèles météo. Dans un contexte en plus de changement climatique, on est amené de plus en plus à venir en plateau expliquer pourquoi il y a des incendies. Là, je pense à Los Angeles, mais même en France ou au-delà de la France, en fait, malheureusement, ça touche tout le monde, ce contexte de changement climatique. Et donc, que ce soit les canicules, les sécheresses, les inondations, c'est une vraie expertise qu'il y a derrière.
Donc on est vraiment des journalistes finalement scientifiques, climat, environnement, avec l'aide de Météo France. En tout cas pour BFM TV, on travaille main dans la main avec Météo France. Et voilà, il n'y a pas, personne nous écrit un texte, on n'a pas de prompteur. Mais c'est bien de le préciser. Ben oui, parce que c'est vrai que ça reste un métier d'image, donc on me dit bah oui, mais voilà, il faut quand même être bien habillé, etc. Mais c'est comme partout aussi en télé. Bon, on évite de venir avec un jean troué et des baskets sales, voilà. Mais c'est sûr que c'est notre image aussi, donc on essaye d'être. Moi, je le disais tout à l'heure. En plus, je suis coquette, donc je prends plaisir aussi à me maquiller, à me. Enfin, c'est important, mais le discours, il est encore plus. Donc voilà, c'est vrai que Miss Météo, c'est pas un terme que j'aime plus que ça, mais bon. Bon, en tout cas, vous l'avez bien précisé dans ce livre et les auditeurs, en tout cas les futurs lecteurs, pourront le découvrir. C'est très très intéressant et la manière dont vous la menez. Alors bien sûr, il y a aussi une poupée qui est arrivée. Léna Rose. Alors, c'est intéressant de savoir aussi comment vous avez mené finalement l'arrivée de cette merveille, tout en gérant ensuite votre rôle de maman et de présentatrice et de journaliste météo. Comment est-ce qu'on gère tout ça maintenant au quotidien? Alors, ça a été étape par étape, hein, c'est sûr, parce que effectivement, la maladie, c'était nouveau pour moi, la maternité aussi. À ce moment-là, de toute façon, j'étais arrêtée, hein, parce que c'était pas possible, c'était pas gérable sinon. Et en fait, progressivement, on apprend, mais c'est surtout, je dirais, elle, qui sans le savoir, m'a vraiment aidée à tenir la tête hors de l'eau. Et en fait, quand je la voyais me sourire, quand je jouais avec elle, j'oubliais que j'étais malade. Et en fait, elle arrivait à m'insuffler vraiment toute son énergie et toute sa. En fait, c'était la vie que je voyais quand je la regardais. Et non, c'est bon. Il y a pas de formule magique. C'est vrai que c'est aussi le fait d'être bien entouré est très important. Hein. On n'est pas des Wonder Woman. C'est sûr que moi j'ai eu de l'aide aussi de la part de mes proches, de mon conjoint, de mes parents. Pareil pour mon retour à l'antenne sur BFM TV, j'ai eu un aménagement de planning. Ils ont été vraiment à mon écoute. Et en fait, c'est un travail d'équipe, je dirais. C'est quelque chose où on peut pas rester seul, on peut pas se dire j'ai voulu au début, je voulais pas déléguer. Au début, je me suis dit non mais déjà j'impose la maladie à tout le monde, alors que finalement j'avais embarqué toute ma famille dans la merveilleuse aventure de la grossesse et tout le monde attendait l'arrivée de ce bébé et là bam, il y a un cancer en plus et moi j'étais en train de me dire au début je vais essayer de gérer toute seule, mais en fait force est de constater que avec les traitements c'est toujours très compliqué. C'est ça effectivement dont je parle aussi dans le livre, c'est que on dit, et vous l'avez dit tout à l'heure, cancer du sein, c'est un petit cancer, etc. Mais ça aussi c'est quand même quelque chose que je voulais évoquer dans le livre, c'est-à-dire que c'est pas un petit cancer, il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que il y a la chimiothérapie, la radiothérapie, l'opération, parfois plusieurs opérations, l'hormonothérapie, enfin c'est une montagne en fait à gravir et on peut pas la gravir seule en fait. Voilà, c'est ça c'est très important. Les proches sont très 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 importants dans cette épreuve et ça a été d'ailleurs aussi la campagne de Ruban Rose cette année. Ils ont mis vraiment les aidants, même si j'aime pas forcément ce mot parce que ils nous aident pas, ils sont là tout simplement. Enfin, le mot aider, je trouve que c'est un petit peu minimiser tout ce qu'ils font. En tout cas, on les appelle comme ça. Les aidants, les accompagnants sont hyper importants dans cette épreuve, c'est certain. Alors, vous avez évoqué effectivement Anthony, votre compagnon. Vous avez parlé de vos proches. Vous avez parlé, bien sûr, de cette sororité. Dans votre livre, on en parle de ces femmes exceptionnelles que vous avez rencontrées. Vous évoquez aussi même Evelyne Delia. Ça, c'est formidable. Je laisse, bien sûr, les auditeurs découvrir tout cela dans votre livre. Alors, il y a aussi un passage, moi, qui m'a émue, puisque vous écrivez avec beaucoup de tendresse
s'adresse sur votre grand-père, orphelin de la Shoah, et vous dites d'ailleurs que c'est en partie lui qui vous a transmis votre joie de vivre. Alors justement, en quoi son parcours vous a influencé pour affronter à votre façon cette épreuve difficile? Alors c'est vrai que bon, c'est deux choses totalement différentes, hein, bien évidemment, c'est pas du tout comparable. Mais pour moi, effectivement, j'étais très très fusionnelle, très proche de mon grand-père, qui est décédé en 2020 et qui était effectivement un orphelin de la Shoah. Et je ne peux même pas, enfin, il m'a raconté, hein, bien sûr, je l'ai même filmé, j'ai des vidéos de lui, enfin, il m'a raconté son histoire, mais ce qu'il a bien voulu me raconter, je sais très bien qu'il m'a pas tout dit, et voilà, on l'a appris aussi dans les livres d'histoire, et tout ce qu'il a pu me transmettre, je sais que ce n'est qu'une partie infime de l'horreur qu'il a pu vivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'était quand même suffisant en fait pour justement voilà me raccrocher à ça quand j'allais pas bien, même si c'est pas du tout comparable, hein. Je repensais à lui qui lui toute sa vie a réussi alors qu'il est parti de rien, parce que à cette époque-là il avait 13 ans il me semble, donc il s'est retrouvé seul, sans famille, sans père, sans mère. Un de ses frères avait été fusillé pendant la guerre, enfin il était vraiment tout seul, et malgré ça il a réussi à construire sa vie, à créer sa famille, à réussir dans la vie, à être heureux. Il ne critiquait jamais personne. Oh, c'était quelqu'un de très résilient. Enfin, j'avais énormément, et j'ai toujours énormément d'admiration pour lui. Et en fait, dans ces moments-là, j'avais quelque part l'impression qu'il était avec moi et il disait allez, voilà, t'es forte, tu vas t'en sortir et tout va bien se passer. Voilà, enfin, ça m'aidait beaucoup de penser à lui, et surtout, vu l'amour que je lui portais, ça me faisait du bien, voilà, de penser à lui dans ces moments-là, et puis me dire que lui, c'était un optimiste vraiment invétéré, et que malgré les horreurs qu'il avait pu vivre, il avait toujours espoir, et il croquait la vie à pleines dents, et il fallait que je fasse la même chose, même si bien sûr, encore une fois, je pense que c'est incomparable, hein, avec ce qu'il a pu vivre, clairement, hein. On vous comprend évidemment. Alors, ça me permet aussi de faire une petite parenthèse, Virgilia S, puisque vous avez été la cible de messages à caractère haineux et antisémite, Oui. juste parce que vous avez posté une vidéo sur Hanouka. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Quel est votre ressenti aujourd'hui? Écoutez, c'est pas la première fois que ça arrivait. C'était déjà arrivé un petit peu plus tôt en 2024, où effectivement j'avais reçu des messages antisémites parce que j'avais posté quelque chose, alors peut-être un petit peu plus politique, on va dire, sur les réseaux sociaux. Après ça, je l'avais mis en sourdine, hein, clairement. On va pas se mentir, même si ça me tue de le dire, mais en fait, malheureusement, l'atmosphère depuis le 7 octobre est telle que pour protéger en fait ma famille, il n'y aurait pas ma fille, je pense que je parlerai plus. Je parlerai plus, mais là en fait, pour protéger ma famille, c'est vrai que j'évite de trop l'ouvrir, on va dire. Mais là, en l'occurrence, on était dans une période de fête, effectivement. C'est la fin d'année, Noël tombait à peu près au même moment. J'ai simplement posté cette vidéo de nourriture traditionnelle de Hanouka avec des beignets, et je pensais vraiment pas recevoir des messages haineux. Non, c'est vrai que, enfin, très honnêtement, je sais pas si je suis la mieux placée pour parler de ça, hein, mais depuis le 7 octobre, je trouve que oui, c'est terrifiant ce qui se passe. Moi, en tant que juive, je me sens seule. Vraiment, je me sens seule. Je me sens mal aussi. Il y a un vrai malaise en fait, je trouve, qui ne concerne pas que moi. Hein, c'est toute la communauté, hein, de toute façon. Et là, on a célébré c'était hier avant-hier les 10 ans
de l'attentat de Charlie Hebdo et l'hypercachère. Je vois pas d'évolution, si ce n'est pire en fait. Et j'ai le souvenir aussi, pour vous dire, quand j'avais 16 ans en 2006, de l'histoire de Ilan Halimi qui m'avait complètement traumatisée. C'était pas très loin de là où je suis, en plus en banlieue parisienne. Je vois pas d'évolution en fait, et c'est triste. Je sais pas. Oui. Je sais pas ce qui nous attend. J'ai l'impression qu'on est un peu oublié, un peu beaucoup. C'est important en tout cas d'en parler. C'est triste à dire, comme vous l'avez dit, de devoir se cacher, de faire attention parce qu'on a peur pour nos enfants. En tout cas, vous. Et c'est surtout, pardon, oui, non, c'est surtout qu'en fait, en tant que petite fille justement moi je viens d'une famille ashkénaze, hein, donc ils ont vraiment connu la Shoah. Je n'accepte pas en fait de me taire. Je ne comprends pas qu'en 2025 on soit obligé de cacher notre judaïsme en fait. Je trouve ça terrible et ce qui est encore plus terrible, c'est que dans ces moments-là, j'en viens à me dire que je suis presque heureuse que justement mes grands-parents ne soient pas là pour voir ça, parce que ça les aurait mais tués. C'est tellement épouvantable ce qui se passe dans notre pays et en Europe, hein, que voilà, j'en viens à me dire ça, et je pense que je suis pas la seule, malheureusement. En tout cas, vous avez eu tous ces messages, mais aussi des messages de soutien. Et heureusement qu'on en reçoit également en tant que juif et de la part de non-juifs. En tout cas, je vais vous remercier. Alors, il nous reste très très peu de temps. On va quand même conclure sur ce magnifique livre. Je vais rappeler le titre. C'est « Ma grossesse m'a sauvé la vie ». Vous terminez d'ailleurs votre livre avec du positif aussi, puisque les réseaux sociaux, certes, peuvent être très néfastes par moment, mais ils sont aussi très porteurs de belles découvertes avec des jolies marques que pour celles qui perdent leurs cheveux, vous donnez des conseils, vous donnez aussi, ça c'est très important, avant de conclure à la fin de votre livre, les gestes d'auto-palpation, et on va terminer là-dessus. Virgilia S., c'est important, bien sûr, le dépistage précoce. Bien sûr, oui, et effectivement, ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur de le rappeler tout le temps. Précoce, ça veut dire que effectivement, moi, j'aurais pu passer sous le radar du dépistage, parce que il me semble que c'est à partir de 49 ans ou 50 ans. Moi, j'en avais 32. Donc c'est pour ça que l'autopalpation et la palpation aussi par un professionnel de santé, parce que le geste d'autopalpation ne remplace pas quand même le geste de notre gynécologue, donc la palpation. Ça, il faut vraiment le souligner et ne pas hésiter à leur demander cette palpation s'ils ne la font pas systématiquement, parce qu'il y en a qui ne le font pas, et même enceinte aussi, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on m'a rapporté plus d'une fois. On m'a jamais palpé, moi enceinte, on m'a dit que c'était inutile. Moi, ça m'a sauvé la vie, donc non, ce sont vraiment des gestes extrêmement importants, parce qu'encore une fois, la technique de l'autruche, à savoir ne pas regarder ou faire comme si on n'avait pas senti une petite boule alors qu'elle est là, la technique de l'autruche, elle tue. Donc non, c'est très important effectivement ce dépistage précoce, et vaut mieux prévenir que guérir. Donc au moindre doute, il ne faut pas hésiter à demander et à insister pour avoir ne serait-ce qu'une échographie mammaire si vraiment il y a quelque chose de suspect, vous sentez quelque chose de suspect, et donc au moins une fois par mois apprendre ce geste d'autopalpation. Eh bien, merci. Voilà, ce sont les mots de la fin, et surtout les mots pour un très beau commencement pour vous et pour votre belle famille. Virgilia S., c'était un vrai plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui, vraiment. Moi aussi. Et c'est partagé. Merci beaucoup, Sylvie, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et j'en profite pour saluer toute votre famille, puisque vous m'avez dit qu'il y a de la famille du côté d'Aix-en-Provence. On les salue grandement. Et puis surtout, je vous sais. Et ma tante. Voilà, on peut les citer. Hein. On les embrasse. Tonton et tata de Virgilia S. Si vous nous entendez sur radiojm.fr ou 90.5, eh bien voilà, on vous embrasse très très fort. Et puis je vous souhaite d'excellentes nouvelles. On garde le lien avec vous, parce que ce que vous faites, votre engagement envers les femmes, envers tout le monde, vraiment c'est important, vers la communauté, on l'a vu également, eh bien c'est important. Alors merci à vous, et je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sylvie, et Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.